Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour cette dernière vidéo sur la gestion des tâches. Donc cette fois-ci, pas d'explication théorique, pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. La seule chose qu'il y a à dire d'un petit peu théorique, c'est que dans l'état actuel du code, nous effectuons les tâches les unes après les autres, avec des tâches qui s'adaptent aux conditions extérieures. Donc on n'est pas sur du purement séquentiel, mais presque. Il faut se dire qu'on va stocker dans une file de tâches les différentes tâches à faire, et que celles-ci seront effectuées les unes après les autres, et donc que le comportement du robot est quasiment scripté de A à Z, à l'exception de quelques différences. Alors, pour ça, on va avoir besoin d'importer pas mal de choses. On va avoir besoin de défileur tâches, voilà. On va avoir besoin de fil tâches. Voilà. Et en théorie, étant donné que des fileurs tâches utilisent plein de choses, bah, on a besoin d'importer toutes les dépendances, notamment carré de fouille, carrousel, etc. Pour des soucis de simplicité, on va simplifier, le code qu'on a et supprimer les lignes qui font que bah, ça compile pas parce que des dépendances ne sont pas présentes, mais dont ça va nécessiter d'enlever des choses, quoi. Alors, on va quand même présenter les classes euh, dans leur contenu par défaut, et ensuite on fera le tri entre ce qui nous permet de nous déplacer, euh, éventuellement peut-être d'utiliser l'actionneur des pompes, et puis c'est tout, quoi. Alors, à la base, il y a la structure générique d'une tâche, avec un nombre de tâches maximum, des délais qui sont utilisés pour le bras robot, et pareil ici. Donc déjà, ça, c'est pas utile, c'est utile que pour les tâches du bras robot. Une énumération qui permet de connaître le type de tâche, donc par exemple, on a des tâches de type trajet, de type rotation, de type attente, par rapport au carrousel, par rapport au porte-réplique, aux pompes, bref, on en a plein. Des positions de bras, donc quand vous voulez utiliser le bras robot. Ces positions de bras, bah, elles ont des noms, mais du coup, comment elles se traduisent, bah, avec une structure qui permet de stocker différentes informations sur la position du bras. Donc, ça, ce sera à voir vraiment avec, le tuto de Romain à propos des moteurs Dynamixel et de comment on les utilise. Mais bon, voilà. Ici, une énumération à propos des calibrations, mais bon, c'est pas très utilisé dans le code, donc on va pas s'en charger. Une énumération pour dire si on déploie le carrousel ou on rentre les échantillons. Pareil pour la porte de la réplique, fermé, ouvert, l'état de la pompe on ou off, et ensuite une structure de tâches générique où on a tout un tas d'informations. Le plus important étant le type de tâche, et ensuite on a plein d'arguments qui peuvent servir ou non en fonction de la table. On voit que ça nous fait quand même une structure qui est assez lourde et on utilise souvent que peu de ces, de ces attributs de cette structure. Mais bon, voilà, on l'a modélisé comme ça, il y a sûrement mieux à faire.
Donc le type de tâche, position du bras, XY si jamais XY θ si c'est jamais en déplacement, PID mult si jamais on veut utiliser la fonction de multiplication des coefficients, un timer si jamais on a besoin d'avoir accès à un timer pour faire une attente par exemple. Voilà, tout ça pour si jamais on utilise le carrousel, l'apport de la réplique, les pompes, une tâche de type calibration, on n'y reviendra pas. Voilà, plein de choses qui sont pas forcément très importantes. Et un booléen pour savoir si la tâche est finie ou pas. Et ensuite, donc, la classe fil de tâche qui permet d'ajouter donc le constructeur. On a une tâche qui permet en fait, le cœur de cette classe, c'est ce tableau de 500 cases constitué de tâches qu'on va venir remplir ou pas. Et on va avoir un curseur qui est un nombre et on va venir se déplacer dans ce tableau-là, tâche après tâche, pour les effectuer et questionner les différents champs de la structure tâche pour effectuer les tâches qui sont relatives. On peut savoir si ce tableau est terminé, donc si on a fait toutes les tâches, on peut le redémarrer, on peut le clear, et ensuite on peut pop une tâche, c'est-à-dire que on va venir incrémenter le curseur dans le curseur qui indique la position à partir de laquelle les tâches ont été effectuées. Hop, on incrémente et on récupère la structure de type tâche associée pour venir questionner les différents temps, les différents champs de cette structure et par la suite dans la classe défileur de tâches faire ce qu'il faut faire pour que la tâche s'effectue. Voilà, ici donc ça nous permet d'avoir le curseur de la tâche. Et sinon après toutes ces fonctions là, donc on va dire que dans un premier temps, toutes ces fonctions là elles permettent de renseigner correctement les champs à remplir de la tâche et ensuite de faire appel à donc toutes celles-là, sauf du coup celle-là à tâche qui permet de directement ajouter une tâche, une structure tâche générique au tableau ici. Donc toutes celles qui sont autour, elles permettent de remplir correctement les champs pour une tâche spécifique. Par exemple, pour une tâche de type trajet, je vais venir renseigner correctement x, y, θ et le multiplicateur de PID avec un paramètre par défaut à 1. Voilà. Donc nous, on va venir regarder ce qui nous sert. Voilà, on va retirer ça ici, on n'en a pas besoin. On n'a pas vraiment besoin de ça non plus parce qu'on n'utilise pas de vecteur, mais ce serait peut-être un peu plus propre. Alors qu'est-ce qu'on va garder comme tâche de type? On va pas garder carrousel, on va pas garder, voilà, on va garder les pompes par contre. Ça on va pas le garder. On va garder la tâche de type vide, celle-là est importante. On va garder la tâche de type set odométrie. Et voilà, tout ça on va enlever. Voilà, donc les tâches qu'on aura, c'est des trajets, des rotations pures, des attentes, des utilisations des pompes, une tâche pour reset l'odométrie à ce qu'on veut, et voilà. Après tout ça, on va venir enlever. Hop là. On va garder pompe state. On risque d'en avoir besoin. Et voilà, tout ce qui est pas utile là pour cette tâche. On va enlever. Voilà, on a besoin que de ça.
On va regarder add trajet, add rotation, add weight, add tâche, set auto, insert after tâche, on va les garder. Carousel, portrait pic, on enlève. Voilà, ça on enlève, ça on enlève. Pareil. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, on va dans le CPP associé. Alors on voit que au début, on initialise correctement les curseurs quand on les met à 0, qu'on dit que le nombre de tâches est à 0. Alors un exemple, là, par exemple pour les trajets, on crée une structure de type tâche, on dit que c'est un type de tâche trajet, que la tâche n'est pas terminée, on renseigne x, y, θ et le multiplier et on appelle add tâche, tout simplement. On a des tâches un peu plus compliquées, par exemple ici, qui ajoute une série de tâches, ici par exemple de type trajet. Là, get curseur qui renvoie curseur de tâche, add rotation qu'on laisse, add weight. Ah oui, alors, reset axel, il fallait pas. Apparemment, il fallait pas y toucher. Donc on va le remettre. Donc là. Alors, je me souviens plus trop. Je me souviens plus trop pourquoi. Alors, je crois que je sais à quoi sert ce champ-là. Je vais vous le redire après pour être sûr. Mais cette tâche-là permet simplement d'attendre pendant un timer micro en nombre de microsecondes, mais de faire ça de façon intelligente parce qu'il faut continuer à appeler le handler du gyroscope et faire certaines choses. Voilà. Alors, le carrousel, la porte réplique, ça on enlève, on va garder les pompes. Pompe, release, ça on envoie. Alors là, vous voyez, là ça c'est vraiment la grosse fonction. Hein. On a différentes positions de bras et en fonction de ça, on ajoute des tâches intermédiaires. C'est assez inefficace spatialement, parce qu'à chaque fois on ajoute des tâches de type tâches qui contiennent plein de variables qui ne sont pas utilisées. Donc il faudrait voir à optimiser ça un peu. Mais je laisserai ça à mes successeurs. Voilà, c'est pareil, on n'a pas besoin. Add carré séquence, qui permet d'aller faire les carrés de fouille en fonction du fait si on est jaune ou pas. Pareil, tout ça on enlève. Voilà. On enlève le recalage. Ça, on va sûrement enlever. On garde insert after tâche. Attache, voilà. Alors. Voilà, donc on a enlevé des choses. Hein. Le principe quand on ajoute une tâche, c'est que donc on renseigne dans la structure tâche les bons paramètres, et ensuite on voit qu'est-ce qui se passe pour ajouter une tâche. On met bien tâche isolée à false, on vérifie que le nombre de tâches ne soit pas inférieur au max de tâches, et si on fait ça, et NB tâche, la case NB tâche du tableau, on la met à tâche, et on incrémente nombre de tâches à nombre de tâches plus 1, enfin le minimum nombre de tâches plus 1 et le maximum de tâches. Tout simplement. Et pour pop une tâche, donc on verra ça plus haut quand on voudra récupérer la dernière tâche. Si le nombre de tâches est supérieur à 0 et que le curseur de tâches est inférieur au nombre de tâches totaux, et on récupère ici la tâche liée au curseur et on incrémente le curseur en faisant attention à ce que le curseur ne soit pas supérieur au nombre de tâches. Et on return la tâche.
Dans le cas où ça c'est pas bon, on renvoie une tâche vide. Voilà. Clear, bah, ça se fait très rapidement, on met le curseur à 0 et le nombre de tâches à 0. Et en fait, bah, c'est comme si toutes les informations étaient perdues, mais elles ne le sont pas. Restart, ça permet de... On remet le curseur à 0, on ne change pas le nombre de tâches, mais par contre, pour toutes les tâches de 0 à nombre de tâches, cette fois-ci, on met isOver à false. Ça permettra de, quand on réappelle la fonction pop, d'avoir la tâche au curseur 0 et qu'elle soit bien prise en compte dans la suite parce que tâche isOver est bien false. Voilà, et pour savoir si la file est terminée, ben on compare simplement si le nombre de tâches est égal au curseur de tâche. Voilà, on a encore une fonction un peu compliquée, c'est insérer after tâche. Donc voilà, on crée une structure. Donc on passe en paramètre une tâche qui est la tâche à ajouter et on renseigne un int qui correspond à la position dans le tableau de la tâche après laquelle on veut ajouter notre tâche à ajouter. Donc voilà, c'est là où c'est un petit peu glouton, c'est qu'on va créer un tableau, on va créer on va copier un tableau qui s'appelle copytable, un tableau de tâches. Et ce qu'on va faire, c'est que on va venir intercaler la tâche à ajouter entre la tâche de la position, la tâche d'après, et ajouter les autres tâches après la tâche qu'on vient d'insérer. Alors c'est un peu gourmand et c'est là où d'autres structures de données seraient plus appropriées. Mais bon voilà, du coup il y a plein de vérifications à faire pour copier, etc. Voilà, voilà. Très bien. Donc voilà, alors file-tâche, c'est une structure qui est utilisée par des fileurs de tâches pour effectuer les tâches de file-tâche les unes après les autres. Donc on va tout de suite y aller. Alors du coup, ben, forcément, je vais pas pouvoir tout expliquer dans des fileurs de tâches non plus. Hein. Y a des fonctions que je vais enlever et quand vous serez un peu plus habitué, bah, vous irez regarder ce qui a été fait bah, pour comprendre un peu, pour essayer de comprendre un peu comment a été organisé le code. Donc a priori, je n'ai plus besoin de toutes ces structures qui viennent juste après. Cela, il faudra bien compiler hein, parce que sinon on risque d'avoir des problèmes. Hein. J'ai pas besoin de ça. Je vais garder quand même. Je vais pas garder la structure lidar, hein, mais je vais garder le boolean use lidar. Parce qu'en fait, la classe lidar est plus à jour, je crois. Bon, on va l'enlever. Dans tous les cas, on va l'enlever. Voilà. Update, restart, transition. On va enlever tout ça qui sert à rien. Il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait enlever. Allez, on va faire ça. Ça en a peut-être besoin. Ça, on n'a sûrement pas besoin. Voilà. Pareil pour ça. Alors, un défileur de tâches, le constructeur, où on passe en paramètre la file de tâches, le contrôleur PID et l'odométrie. Update, ça nous permet d'update le défileur de tâches et donc d'effectuer la tâche en cours.
restart pour le redémarrer à 0, transition pour passer d'une tâche à la tâche suivante, et cette fonction-là qui est plus vraiment utile. Et tout un tas de paramètres, donc une file de tâches, un contrôleur PICD, une tâche courante, une tâche à insérer. Ça nous permet d'ajouter des tâches à la volée notamment. Une odométrie, un bloc moteur. A priori, on n'aurait pas besoin du bloc moteur. Je peux d'ailleurs l'enlever. Un timer qui peut servir, un objectif pour pouvoir utiliser contrôleur PID. Et tout ça, pareil, je pense qu'on n'en aura pas besoin non plus. Voilà. Vous voyez qu'on est lag. Hein. Voilà. Donc on va aller dans le défileur de tâches.cpp. Et là, on peut enlever plein de trucs. Alors, initialisation du constructeur. Et là, il va falloir compiler pour vérifier que ça marche bien. Allez donc. Voilà. Je crois qu'on a oublié. On a effacé une accolade sans faire exprès. Voilà, donc création du défileur de tâches, on renseigne, on copie les adresses des différentes structures, des différentes classes qu'on veut utiliser. La tâche courante, on la met à vide, pour être sûr. Voilà, on va supprimer ce deuxième constructeur qui n'est pas vraiment utile. En fait, on avait deux constructeurs de défileurs de tâches différents, un pour Esminosaurus et un pour Benny, étant donné que dans celui de Benny et de Esminosaurus, on ne faisait pas appel aux mêmes classes, donc on avait deux constructeurs de défileurs de tâches différents. Du coup, je suis en train de regarder, mais le deuxième, on peut l'enlever. Parce que les deux, c'est les mêmes maintenant. Voilà, voilà. Set bloc moteur, on avait dit qu'on enlevait. L'update du défileur de tâches. Alors ça, je vais quand même le garder pour vous expliquer quelques petits trucs, mais sinon, hop là, on va avoir des choses à changer. Ouais, pareil, ça on va enlever. Recalage, on va enlever. Très bien. Pareil à cet endroit-là. On va laisser les pompes. Voilà. Alors là, j'ai une petite erreur de compilation, donc de ce que je vois, c'est parce que bras n'existe pas parce que je l'ai supprimé comme attribut de la classe. Et je le prends même plus en paramètre du constructeur, donc ça veut dire qu'il a disparu. Mais du coup, pour pallier à ça, je vais venir utiliser la classe pompe là qu'on a fait et faire en sorte qu'elle soit en argument qu'elle soit reliée au défileur de tâches. Donc, on voit une intégration
de la classe directement dans ce défileur de tâches, ce qui permet de mieux comprendre. Donc pour ça, on va include.h. Voilà. Et au lieu de... là comme on n'a pas vraiment besoin d'utiliser pompe dans le main, enfin si, on va faire ça. Voilà, et en argument du constructeur, je vais rajouter un pompe étoile pompe. Voilà, tout simplement. Comme ça. Et on va rajouter du coup ici des pompes. Pompe étoile pompe. Et dans le constructeur du défileur de tâches, on va venir... Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Dans le constructeur du défileur de tâches, donc on va rajouter pompe étoile pompe. Moi j'ai mis une underscore pour que ça soit pas les mêmes. Et je vais dire pompe égale pompe. Comme ça. Pour recopier l'adresse correspondant à la classe qui a été instanciée sûrement avant dans le code. Identificateur pompe non défini. Il faut peut-être que je retourne dans le point H. Oui, j'ai pas mis de S. Je vais mettre un S. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'on a des erreurs? Oui, on a ici, on va y revenir. Et ici, alors, on va y revenir juste après. Et ici, on va le changer. Alors, comment est-ce qu'on avait appelé ça? On avait appelé ça ouvrir circuit d'air, on l'avait appelé ouvrir van. Enfin, je vais pas donner exactement le même lieu. Et ici, on voit que newTâche.pomp, c'est un pomp state et que cet état pomp, il prend un état pomp on van. Donc, on va simplement essayer de faire le cast comme ça et voir si ça marche. Voilà. Et ici, on expliquera on va expliquer ça juste maintenant. Donc voilà, on a fait les modifications. Alors, comment est-ce que fonctionne le défileur de tâches? On va venir donc au préalable remplir notre fil de tâches, mais on peut aussi le faire à la volée avec la fonction insert after tâche, on verra ça. Et ensuite, on va appeler l'update du défileur de tâches. Par défaut, la tâche courante, c'est la tâche vide. Et donc, on va arriver dans le cas par défaut où on va faire transition, fil tâche, pop tâche. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que on récupère ici la tâche suivante et on appelle transition tâche suivante. Donc, transition tâche suivante, c'est la new tâche, la nouvelle tâche. Et on va faire des choses selon ce type de tâche. Ce qu'il y a dans transition, ça va correspondre à l'initialisation de la tâche, tandis que ce qu'il va y avoir dans update, ça correspondra aux choses à faire pendant l'exécution de la tâche. Certaines tâches n'ont qu'une transition, alors je ne sais pas si on va le voir ici. Voilà, elles n'ont qu'une transition, elles n'ont pas de update parce que c'est juste une instruction à exécuter. D'autres en ont besoin parce qu'il faut attendre que la tâche soit finie, parce que par exemple on se déplace. Selon le type de tâche, donc par exemple pour trajet, comme j'avais fait dans le main dans la vidéo avant, je crée une structure, je mets à jour ma structure objectif là, qui est disponible comme attribut de ma classe, je la mets à jour à newTâche.x
new tâche.y, new tâche.theta, false, sachant que on prend toutes ces informations relativement à ce qu'il y a dans la nouvelle tâche, qui est stockée dans la file de tâches qu'on est censé avoir correctement renseigné. On set l'objectif, on fait le PID boost, en fonction du multiplicateur, qui est par défaut à 1, donc ça change rien si on ne touche pas par défaut à ça. Pareil pour rotation omni, on set objectif rotation. Pour wait, on initialise juste un timer. Pour pompe, on set l'état de la pompe. Pour pompe release, donc on ouvre les vannes et on déclenche un timer. Voilà. Alors, oui, donc petite précision, on déclenche un timer parce que il y a plusieurs manières de procéder. Le truc embêtant avec le fait d'ouvrir les électrovannes, c'est que ça consomme beaucoup. Donc, à un moment, il va falloir faire fermer vannes, sinon, inutilement, on va gâcher du courant. Donc, soit on se rajoute une tâche pour fermer les vannes. Ouais, pour l'instant, on va enlever ce timer et on va faire ça. On va rajouter une tâche pour fermer les vannes et ce sera plus simple. Ce sera plus simple. Donc on va faire ça. On va rajouter cette tâche pour fermer les vannes, comme ça on n'a pas que ouvrir vanne de disponible, on peut faire set état pompe, on ou off, ouvrir vanne et fermer vanne. Jusqu'ici on n'avait pas où fermer vanne qui était directement disponible. Alors, donc pour ça il faut retourner, il va falloir modifier un petit peu la structure de tout ça. Donc add release, au lieu qu'on ait juste un pompe release tout bête, on va venir le modifier pour avoir une tâche qui prend à la fois en compte le fait d'allumer les électrovannes et de les éteindre. Donc pour faire ça, on va dans file tâche, .h, on prend en argument un pompe state, qu'on va appeler voilà, alors les noms de variables elles sont pas forcément très explicites. Voilà, on va pas oublier de reporter la modification juste ici. Alors faire tâche.pomp égale van. Add tâche, ça c'est bon. On va revenir dans le défileur tâche.cpp. Et ici, au lieu d'avoir ouvrir van, on va faire if new tâche. C'est avec la new tâche qu'on travaille quand on est dans la transition. Quand pompe égale à pompe state on, on va faire ouvrir van. Et else on va faire pompe flèche fermer van. Voilà, comme ça on a même vu l'intégration d'une classe qu'on a fait nous-mêmes au sein de ce défileur de tâches. Voilà, alors là c'est une classe plutôt simple parce qu'il n'y a qu'une transition, il n'y a pas de update. Alors on va voir tout de suite ce que fait le update. En fait, dans le cas d'une tâche qui prend du temps, par exemple pour le trajet, comme ce qui s'est passé dans le main, dans la vidéo d'au-dessus, on fait if controller update est égal à true, du coup
on reset le multiplicateur et on passe à la tâche suivante en faisant transition fil tâche pop tâche. Sinon, on appelle le loader de l'odométrie, et puis si on ignore toutes ces lignes-là, et ben on a fini un tour de l'update, et on ne sortira de cette tâche que quand le contrôleur aura envoyé true, et donc on est arrivé à la position voulue. Alors, petite subtilité qui a été... petite subtilité dans le code complet qui nous permettra de voir comment est-ce qu'on utilise l'insert de tâches à la volée comme ça. C'était quand on utilisait la classe LEDAR. Donc là, vous voyez, je l'ai pas, la classe LEDAR, je l'ai pas mise, donc on va pas la voir outre mesure, mais si on avait useLeader à true, parce que on pouvait le mettre à false hein, si on voulait qu'il ne s'utilise pas. Si on a, pour des tests par exemple, hein, on n'a peut-être pas forcément envie de l'allumer quand on veut faire des tests, etc. Si le lidar identifie qu'il y a un robot en approche, qu'on est dans la team yellow avec certaines coordonnées, bref, ça c'est de la sauce interne au lidar, on s'en occupe pas. Ce qu'on faisait, c'est qu'on arrêtait les moteurs, on crée une tâche de type wait à partir de tâche insert qui est un argument de la classe. Donc on met tâche insert wait, on attendait 5 secondes, on mettait ça à false, ça c'est pas très intéressant. Et ensuite, on utilisait insert after tâche. Donc on spécifiait la tâche à insérer qui pour le coup est une tâche de type attente. Donc quand le lidar détectait un robot, bah, on attend 5 secondes. C'est la tâche qui suit ça. Le curseur correspondant, c'est fil tâche get curseur -1. Pourquoi le -1? Parce que bah, on n'a pas encore fait pop tâche. Donc c'est curseur -1. C'est lié à l'implémentation de la structure. Il faut simplement avoir l'habitude pour s'en rappeler. Et ensuite, on refait appel une deuxième fois à cette fonction-là pour ajouter la tâche en cours, qui est une tâche de déplacement qui a été interrompue par le lidar, parce que le robot s'arrête quand on détectait un robot adverse. Et ensuite, on passait à la tâche suivante, qui en l'occurrence était la tâche d'attente. Bon, voilà. Simplement pour que vous ayez une idée de l'utilisation de insert after tâche. Voilà. Sinon, on peut se permettre d'enlever tout ça. Pour la bonne compréhension du code. J'ai dû ne pas enlever certaines accolades. Voilà. On n'oublie pas les breaks. Très bien. Dans une tâche de type rotation, bah, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on n'utilisait pas le lidar, c'était pas utile quand on fait une rotation et tout ça. Quand le contrôleur est fini, pouf, transition fil tâche pop tâche, sinon odométrie angler. Une tâche de type attente, bah là, on vérifie si le timer a dépassé, enfin si Micros a dépassé timer plus ce qu'on a spécifié en argument ici. Dans le cas général, on update l'odométrie, parce que même quand on attend, ça peut être utile de l'update. Et pareil pour le gyroscope, qu'on continue à appeler, parce qu'il ne faut jamais s'arrêter d'appeler le gyroscope. Dans le cas par défaut, typiquement quand on a une tâche de type vide, on passe toujours à la tâche d'après. Et voilà. Donc, on va en voir une utilisation dans le code. Donc on va se replacer dans le main.cpp. Celui-là, celui de Béné, parce qu'on n'a pas touché à celui d'Ismin. On va se placer dans celui de Ismin. On va include le défileur de tâches. Créer une instance de la classe. Et d'ailleurs, il va nous falloir aussi la file de tâches. Voilà. Là. Comme ceci. File tâche file. On va créer tout ça. Donc la file, on peut le faire au début. Peut-être attendre à cet endroit-là. On peut le faire
peut initialiser ça un peu où est-ce qu'on veut. On va faire ça à cet endroit-là. Fil égale new fil tâche. Voilà, de mémoire, il n'y a pas de paramètres à rentrer à l'intérieur. Hein. Fil tâche, vous voyez le constructeur, aucun paramètre. On retourne dans le main.cpp. Voilà. Et ensuite, défileur. Et il y a new défileur de tâches. Et là, cette fois-ci, il y a un certain nombre de choses à passer en paramètres. On a fil tâche, contrôleur, odométrie, pompe. Fil tâche. Contrôleur. Odométrie. Et pompe. Comme ceci. Voilà, voilà. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se mettre ici. Donc après tout ce qu'on avait fait avec le contrôleur PID, on va pouvoir rajouter, on va pouvoir commencer à renseigner la file de tâches. Donc on va faire fil flèche add trajet. Donc là on était en 1500 pib, on va aller en 1000 0 pi. Et on va pas toucher à ce paramètre là. Allez, encore un. On va faire un add rotation en pi sur 2, par exemple. On va rajouter l'allumage des pompes. On va les mettre à on explicitement. Ensuite, on va ajouter une attente. Donc c'est un timer en microsecondes, donc on va le mettre à on va le mettre à 10 millisecondes, non peut-être un peu plus. Allez, 100 millisecondes, ça devrait suffire pour l'entendre. On va rééteindre les pompes. Et c'est en fait là le moment où on peut tester que tout marche bien et tout s'exécute. Donc on peut le faire par exemple avec les électrovannes aussi. Voilà. Comme ça on teste un petit peu tout ce qui se passe. On va remettre un délai ici. Et alors, si vous avez remarqué au niveau des trajets, on renseigne directement X, Y et θ, et puis le robot se déroule. Donc là, pour l'instant, tout ce qu'on avait fait, c'était des combinaisons entre des lignes droites et des rotations. Là, vous voyez que je suis à la fin de ce trajet en 1000 pi sur 10, pi sur 2. Si j'ai envie, je peux... Alors, on va peut-être pas mettre 1000 pi sur 2, on va laisser... On va laisser 500 ici. 500 0 pi. Ensuite, je tourne à pi sur 2. Donc, si vous imaginez le trajet, là, au lieu d'aller en ligne droite à 0, 0 pi, on va aller à 0, 0. On était ici à l'angle pi sur 2. On va combiner la translation avec une rotation, aller en 0, 0, 0. Voilà, pour tester si ça marche. C'est censé marcher à quelques heures de déplacement près qui sont à corriger, notamment avec la mécanique du robot. La fonctionnalité est implémentée dans le code en tout cas.
Voilà, et on peut rajouter un wait en plus à la fin. Voilà, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a renseigné dans la file les différentes tâches qu'on veut faire à l'intérieur. Donc vous voyez, là où ici, ça me prend une ligne, pour faire la même chose ici, j'appelle ces deux fonctions-là, plus une boucle à chaque fois pour faire une chose. Là, vous voyez, je joue tous les uns à la suite des autres, et c'est quand même un peu plus rapide de prévoir le déplacement du robot. Donc la dernière chose à faire, c'est while défiler flash update différent de true. Voilà. Donc là, alors, update, hop, je peux aller revenir dessus. Il y avait un retour de fonction qui nous permet de savoir si toutes les tâches sont finies. Si toutes les tâches sont finies, ça nous renvoie true. Sinon, ça nous renvoie false. Donc quand on va quand on revient dans le main.cpp, ce qu'on voit, c'est que tant qu'on update le defiler, bon, en l'occurrence on ne fait rien en parallèle, mais une fois qu'on a terminé, on fait un serial.print pour dire que tout est fini et qu'on est arrivé à la fin du code. Donc là, a priori, si on fait le résumé de tout ce qui se passe depuis le début, il y a instanciation, création, on allume les moteurs, on avance pendant une seconde à 50% sur tous les moteurs. En attendant, on commute les pompes et les vannes, et toutes les 20 millisecondes, on imprime les informations des encodeurs. Ensuite, on stoppe le moteur. On attend que le gyroscope soit lancé. D'ailleurs, ça, il vaut mieux le faire pas trop loin de la création de l'instance, enfin de la création de l'instance de la classe odométrie. Là, on a quand même une seconde qui s'écoule entre les deux, où le gyroscope n'est pas appelé malgré qu'il était initialisé. Bon, c'est pas trop problématique, mais il faut le garder en tête. Donc voilà, une fois que le gyroscope est lancé, on est reparti pour une seconde où le robot peut être déplacé à roue libre, et on peut voir comment la position X est modifiée. Ensuite, on met la position à 0, on fait un trajet pour avancer de 1000, pour aller de 500 vers la droite, pour tourner en position pi. Et là, ensuite, on a les différentes tâches qu'on vient de créer, où donc on revient en 0,500 pi. En fait, on fait un espèce de carré, si vous imaginez les positions auxquelles on est depuis le début. On tourne de pi sur 2, on allume les pompes, on attend, on les éteint. On ouvre les électrovannes, on attend, on éteint les électrovannes. Ensuite, on revient enfin en 0,0,0, on attend. Et voilà, et tout ça, là, toutes ces tâches-là, elles sont exécutées au sein de cette boucle-là quand on fait l'update du défiler. Et à la toute fin, on print ce qu'il y a dans le serial.println. Et voilà, tout le code qui est dans le setup a été exécuté. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est de mettre un while 1 à la fin du programme pour être sûr qu'on s'arrête. Mais comme on est en framework Arduino, il y a déjà un while 1 en fait dans la loop, qui est la fonction qui est exécutée plusieurs fois. Mais là, vous voyez qu'on a tout fait dans le setup en séquentiel. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le tour de ce qui a été fait. Alors bien sûr, c'est pas complet, il y a plein de choses à voir et à comprendre, notamment dans les tâches qui étaient spécifiques aux actionnaires, mais je vous laisserai la mission d'explorer tout ça.
Pas mal de choses finalement, pas mal de reliquats dans le code à enlever et pas mal de commentaires à faire à droite à gauche. Pareil, si ça vous intéresse de bien comprendre le code, bah, peut-être que de le commenter petit à petit à partir de cette version qui n'en possède que très peu, ça peut être un bon exercice. Euh, des améliorations à faire que j'ai mentionné pendant le code, notamment l'histoire de l'I2C bloquant pour les encodeurs magnétiques, mais et aussi la structure de la file de tâches qui est assez gourmande en mémoire, étant donné que bah, une structure de type tâche possède plein de champs qui ne sont utilisés généralement que pour une tâche. Voilà, c'est pas forcément le plus intelligent, il y a des raisons plutôt historiques à pourquoi c'est comme ça, mais ça se change. Voilà, on retiendra aussi l'importance du fait d'avoir du code en parallèle, donc de jamais interrompre le gyroscope par exemple. Et puis voilà, j'ai pas grand chose d'autre qui me vient en tête. Si, il y a aussi la gestion des variables globales qu'on n'a pas trop vu parce que bah, en fait je vous ai donné directement ce qu'il y a dans externe.h, réglage.h pour qu'on ait les variables globales qui soient bien utilisées et les endroits où on les utilise, bah, tout est correctement importé avec les bons includes pour pas qu'il y ait d'erreurs de compilation trop bizarres. Mais voilà, c'est un point auquel il faut faire attention si vous comptez créer des librairies qui utilisent des variables globales, vous avez juste à calquer ce qui a été fait. Il suffit de regarder ce qui a été fait dans le code. Et puis voilà, allez, on va se frotter à la dernière compilation de ce tutoriel pour être sûr qu'on n'ait pas fait de bêtises, étant donné que bah, dans des fileurs de tâches et des fils de tâches, on a quand même enlevé une sacrée quantité de code. Il faut être sûr que ça ne pose pas de problème. Voilà, alors bah, bien évidemment, on avait fait des erreurs. Bien évidemment, on avait fait des erreurs. Alors, 35.5, pomp state. Alors ça doit être un problème avec... On va regarder si juste en changeant de nom, ça résout le problème. Ça va créer d'autres erreurs à d'autres endroits, mais voilà. J'ai ajouté un P pour pompe on ou pompe off, même si ça s'adresse aussi aux électrovannes. Donc voilà, c'est pas les choix de nommage de variables les plus intelligents. Là, il reste encore un dernier endroit. Et normalement, ça devrait être bon. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un conflit de nommage entre le on de l'enum pomp state qu'on a créé dans la file de tâches et la structure
dans fil de tâche, dans pompe qu'on a créé, dans pompe.h, qui, voilà, qui représentait l'état de la pompe ou de la vanne. Ce qui aurait été un petit peu plus intelligent que de créer notre enum dans la file de tâches, c'est directement de faire include pompe.h et d'utiliser cette structure-là directement. C'est bête parce que c'est un peu du code redondant, mais bon, voilà, ça marche aussi comme ça, hein, c'est pas un problème. Voilà. Alors, open fail, ça c'est normal parce que j'ai cliqué sur le bouton pour téléverser, mais nous on veut juste compiler, pour être sûr. Normalement, on n'a pas d'erreur de compilation. Alors bien sûr, ça compile, mais peut-être que j'ai fait une erreur quelque part dans le main. C'est pour ça que je vous invite fortement à tester ces exemples, à les ajouter un à un pour voir si ça marche. Étant donné que j'ai pas le robot, je peux pas tester, même si je fais attention, je vais sûrement faire des erreurs. Donc ce sera le moment de vérifier si ça marche, de me faire des retours, de me poser des questions. Étant donné que je suis entièrement disponible pour répondre à vos questions, il n'y a aucun souci là-dessus. Et je vous invite à expérimenter, à essayer des améliorations. Et voilà, là vous avez déjà une bonne base pour vous amuser, faire des choses. Et s'il y a des choses qui vous plaisent pas, vous pouvez les changer. Vous avez cette possibilité, vous avez cette possibilité-là. Le code est totalement accessible, modifiable, etc. Très bien. Et ben, je vous remercie de votre attention. Si vous avez tenu jusqu'ici sur cette dernière vidéo, bravo. Et à une prochaine fois, peut-être à de prochains tutoriels. Merci.